Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la leçon 149 à l'agrégation externe. C'est une leçon nouvelle. Elle vient d'arriver. Donc c'est le moment de se poser des questions sur cette leçon, de voir comment on peut l'aborder. Et évidemment, la première chose qu'on fait, c'est de regarder le rapport du jury. La leçon s'appelle valeur propre, vecteur propre, calcul, c'est au pluriel, hein, calcul exact et approché des éléments propres, et application. Bon, là, on peut imaginer un grand nombre de choses, parce que valeur propre, quand même, c'est le champ des possibles, hein, et vecteur propre, bon. Et quand on lit le rapport de jury, il y a tout de même, dans le rapport, si vous le lisez, il y a quand même un biais. Et j'ai bien vu que les étudiants qui ont commencé à jeter un œil à ce rapport l'ont trouvé un peu anxiogène. Pourquoi anxiogène? Parce que d'habitude, on aime bien quand une leçon possède justement des éléments propres, mais aussi des éléments à partager avec les autres leçons. Là, tout d'un coup, si on lit le rapport, effectivement, il y a que des éléments qui sont propres à la leçon. Et on aime bien mettre un petit peu en commun des connaissances. Une leçon qui n'a principalement que des sujets spécifiques à la leçon, c'est un peu lourd à porter. En plus, ces sujets spécifiques sont des sujets plutôt d'analyse, c'est-à-dire que si on regarde le rapport, il n'est question que de conditionnement de matrice, méthode de Jacobi, méthode QR, etc. Bon, toutes les suggestions du rapport sont des suggestions de type, on va dire, calcul numérique. Bien. Donc là, on est quand même dans une leçon 149, donc c'est une leçon d'algèbre. Moi, c'est vrai que j'ai été assez perplexe en lisant le rapport de cette leçon. On va tout de même essayer de se dire que ce rapport, c'est juste une ligne directrice un peu monoculaire, et on va, et je pense qu'on en a tout à fait le droit, surtout dans une leçon d'algèbre, on va donner des indications pour mettre des vrais morceaux d'algèbre, de la topologie, bien sûr, parce que topologie et matrice, on sait que ça fait bon ménage, et évidemment, c'est aussi l'occasion de parler de calcul numérique et des méthodes de calcul numérique dans les matrices, telles qu'on peut voir dans de très bons livres. Voilà. Alors, une fois que ces choses sont dites, voilà comment je vois un plan général de la leçon. Je ne vais pas faire un 6 minutes. Je vais d'abord parler des généralités. Ensuite, dans un deuxième temps, dans un grand 2, parler justement de la localisation et des calculs approchés, localisation des valeurs propres, calcul approché de valeurs propres et de vecteurs propres. Et dans un grand 3, les applications, c'est-à-dire comment on a une ouverture de ces problèmes vers les autres domaines. Bon, alors, j'essaierai d'être équilibré entre algèbre, topologie et calcul numérique, puisque il y a des exigences de calcul numérique. On voit bien quand on lit le rapport qu'il y a des on peut, d'accord, ligne directrice, mais il y a des on doit. Par exemple, on doit parler de conditionnement. Bon, parlons de conditionnement dans ce cas-là. Voilà. Donc, on va essayer de s'équilibrer comme ça, et je vais essayer d'équilibrer aussi la leçon en disant, voilà, on va mettre des choses basiques, parce que déjà, avec des choses de niveau, on va dire, licence, on peut vraiment bien remplir la leçon, mais avec des choses que je vais appeler 3 étoiles, ici, vous voyez, dire comment mettre un peu de panache aussi dans la leçon et élever un petit peu le niveau, ça peut être intéressant. Voilà.
Donc, un aspect horizontal, un aspect vertical de difficulté et aspect horizontal avec algèbre, résultats théoriques, algèbre, topologie quand même. On va travailler principalement sur C. Je pense pas que ce soit une leçon où il soit intéressant de travailler sur un corps quelconque. Hein, ça n'a pas l'air d'être l'esprit de la leçon. Et bien sûr, calcul numérique. Hein, voilà. Grand 1, généralité. Bon, alors évidemment, on va parler du spectre, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres. On va se situer sur C pour parler librement du spectre. On a un polynôme caractéristique qu'on peut calculer et dont les racines vont nous donner le spectre. C'est là où on voit tout de suite les limites du calcul exact. C'est que on ne sait pas, a priori, résoudre une équation de façon exacte par radicaux, par exemple, à n'importe quel degré. On ne sait pas, et c'est même impossible. Donc, allons-y pour déjà des choses théoriques. Alors, le spectre, on sait ce que c'est les valeurs propres, les vecteurs propres, on sait ce que c'est, ils sont non nuls, hein, attention. Eh bien, le spectre possède déjà en lui une propriété d'être invariant de similitude. C'est-à-dire que le spectre de QA, Q-1, c'est le spectre de A. Alors ça c'est déjà important. Hein. Les vecteurs propres n'ont pas cette propriété. C'est-à-dire que eux, ils ont une propriété de conjugaison-translation. Hein. C'est-à-dire que quand on conjugue la matrice et qu'on veut regarder, alors on conjugue la matrice par une matrice de passage Q et qu'on veut regarder le sous-espace propre pour la valeur propre lambda, eh bien par rapport au sous-espace propre pour A et pour la valeur propre lambda, c'est le translaté par Q. Alors déjà, on a de façon théorique une différence fondamentale entre le spectre et le vecteur propre. Hein. Et les vecteurs propres qui vont être des objets qui vont rester dans la géométrie, donc qui eux vont se translater quand au niveau des matrices on va se conjuguer. Voilà. En revanche, regardez, quand on va prendre un polynôme P, le spectre de P de A, c'est en gros P de spectre de A. Alors quelque chose qui se fait très bien avec la trigonalisation, parce qu'on va se retrouver sur C, on peut trigonaliser. L'avantage de la trigonalisation, c'est de voir toutes les valeurs propres sur la diagonale. D'accord ? Et là, on a un changement ici de spectre. D'accord ? Quand on passe par un polynôme. En revanche, pour les vecteurs propres, c'est pas la même chose. Regardez, quand on a A V lambda égale lambda V lambda, donc un vecteur, s'il est non nul, c'est un vecteur propre, alors P de A V lambda, c'est P de lambda V lambda. Donc là, on a changé de spectre, mais en revanche, on garde la même famille de vecteurs propres. Bon, ça c'est intéressant. Donc, maintenant, un objet qui me paraît essentiel dans cette leçon, c'est l'objet qui fait basculer du monde des polynômes vers le monde des matrices, parce qu'on a un objet qui fait basculer du monde des matrices vers le monde des polynômes, c'est le polynôme caractéristique. Il y a aussi le polynôme minimal, mais cet objet est plutôt théorique, ce qu'on peut calculer facilement, c'est le polynôme caractéristique. Et là, vous avez un inverse à droite. C'est-à-dire quand P est un polynôme unitaire de degré n, vous avez une matrice, ici, nn, qu'on va appeler la matrice compagnon, et je vais prendre cette version, vous avez deux versions, celle-ci puis la transposée, mais je m'intéresse plutôt à cette version-là. Vous mettez les 1 sur diagonale, le reste vous mettez les 0 partout, et puis là vous mettez l'opposé des coefficients de P. Bien sûr, sauf le coefficient principal, de toute façon le coefficient il est unitaire, hein, le AN c'est 1 et il n'est pas dans cette matrice. Ce qui fait que c'est vraiment un inverse à droite de l'application qui a A donne le polynôme caractéristique, dans le sens que quand on regarde qui c'est P, le polynôme caractéristique de CP, on retrouve P. Donc ça veut dire que les valeurs propres ici de CP sont les racines de P. Voilà une belle collaboration ici, c'est le début d'une grande amitié. Et regardez ce qui se passe, quand on va regarder maintenant le sous-espace propre associé à la valeur propre, eh bien E lambda va être une droite.
d'accord, pour CP. C'est une droite, c'est la droite engendrée par un vecteur V lambda. Et regardez, V lambda, je peux le calculer. C'est ça, bon, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre cette matrice compagnon, c'est que V lambda, c'est un vecteur de type Van der Waals, vous voyez, 1, lambda, etc., jusqu'à lambda n-1. Vous vérifiez, c'est très facile à voir qu'il est vecteur propre et que c'est le seul. D'accord ? C'est-à-dire que si on met un 0 là, ben on aura des zéros partout, et si on met une constante, enfin, le seul à scalaire près évidemment, et si on met un 1 là, ben forcément, tout va se décaler, tout va se multiplier par les lambda. Bien. Alors, en quoi c'est important ce truc-là ? C'est important parce qu'on a le théorème de Frobenius. Alors là, je mets 3 étoiles parce que vous n'êtes pas obligé d'en parler, il n'est pas au programme, d'accord ? Mais quand même, là, le théorème de Frobenius est très fort. Parce que le théorème de Frobenius nous dit que toute matrice va être conjuguée à une matrice diagonale par bloc, qui sont des matrices compagnons comme celle-ci. Ce qui veut dire qu'en théorie, c'est gagné les vecteurs propres. Si on sait calculer lambda, ben on a lambda pour chaque matrice compagnon du bloc qui est conjugué à A, avec ceci, d'accord ? Et pour trouver les vecteurs propres, ben, il suffit de prendre les vecteurs propres pour les matrices compagnons, et comme la matrice A est conjuguée à cette matrice compagnon bloc, eh bien, il suffit de translater par la matrice de passage qui nous a permis d'avoir la matrice bloc compagnon. Voilà, je trouve ça quand même déjà une entrée en matière assez intéressante de voir que sur le papier, c'est facile. Maintenant, évidemment, le calcul numérique va nous rappeler aux réelles difficultés pratiques de cette théorie. Avant d'attaquer la partie purement calcul numérique, on peut transiger et parler de la topologie. Ça aussi, pour moi, c'est quand même du 3 étoiles. Pourquoi c'est du 3 étoiles ? Parce que la topologie du spectre est vraiment quelque chose d'important pour ses applications. Et déjà, c'est déjà une bonne question. On a une suite de matrices, on est dans un espace de matrices sur C, de dimension finie, on a une topologie normique, donc on a une suite de matrices, on suppose que ça converge vers A. Est-ce que la limite du spectre de AK est égale au spectre de A ? Voilà la question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, où habite le spectre de A ? Je pense que ça, c'est une question intéressante. On sait, depuis le 19e siècle, que les racines, elles n'arrivent pas avec un ordre donné, elles arrivent modulo permutation. En fait, le spectre, si on doit y réfléchir, alors là je suis dans du 3 étoiles, donc si ça pique aux yeux, mais bon, voilà. Mais quand même, ça va être important pour des résultats que je vais exposer après. Le spectre de A, en vérité, il est dans un espace quotient, Cn, quotienté par la permutation de Sn. C'est ça le vrai spectre. C'est pas des éléments qui sont dans un ordre donné. C'est pas Cn. C'est Cn modulo Sn. Bon, alors ça c'est déjà une première chose. Et est-ce que ce truc-là a une topologie ? Alors la topologie quotient, c'est pas au programme. Donc là, on oublie la topologie quotient. Mais en fait, on va voir qu'il est possible de donner un sens à cette phrase sans pour autant faire de la géométrie algébrique et partir sur de la topologie quotient. Alors la raison en est que ici, on n'a pas n'importe quel groupe, on a un groupe fini, et donc quand on a une topologie quotient comme ça par un groupe fini, en fait, on peut mesurer, on a des orbites, ici, ce sont des orbites, et on a une métrique sur l'ensemble des orbites, c'est-à-dire qu'on peut regarder le mean de la distance entre deux orbites. Vous voyez, parce que les orbites sont finies, voilà. Bon. Et finalement, c'est ça qui va donner un sens à ça. Mais alors, je parlerai un petit peu de résultats qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrique, là-dessus. Autant sur la formulation du théorème, c'est-à-dire donner sens à ceci, et les applications. Toujours dans les généralités, ce qui va être
important aussi, c'est pas vraiment des calculs exacts ni approchés, mais c'est quand même sur les valeurs propres et les vecteurs propres, c'est le lien, et à mon avis, il faut absolument en parler dans cette leçon, là je pense que c'est important, les liens entre les propriétés des matrices et propriétés du spectre. Voilà. Par exemple, inversible, bah oui, inversible, c'est une propriété de matrice, ça correspond à une propriété du spectre, c'est-à-dire que 0 n'y appartient pas. Nilpotente, bah oui, c'est-à-dire que le spectre est nul. Unipotente, c'est-à-dire que le spectre c'est 1. Orthogonale, alors là, ça va être autre chose. On a une famille, on va dire, de matrices sur C, qui sont les matrices normales, et où on va trouver des matrices orthogonales réelles, hein, par exemple, des matrices symétriques réelles, antisymétriques réelles, et ces familles sont des familles de matrices normales. Alors, on a des propriétés du spectre, c'est-à-dire orthogonale, le spectre va être de module 1, symétrique réel, le spectre va être réel, antisymétrique, le spectre va être imaginaire pur, mais on peut avoir une réciproque si on sait qu'on a une base de diagonalisation qui est orthonormée ou unitaire, on sait, et là on a des réciproques. Voilà. Ordre fini, les matrices d'ordre fini, ben, on va les voir parce que elles vont être diagonalisables avec des valeurs propres qui sont des racines énièmes de l'unité. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et en plus, si ces matrices d'ordre fini arrivent par paquet, par groupe, et groupe au sens, voilà, par sous-groupe de GLN de C, l'aspect structure de groupe démultiplie les propriétés et on va pouvoir retrouver beaucoup de propriétés du groupe à partir de la table de caractères. C'est de la théorie des représentations. Et la table de caractères, c'est rien d'autre que des traces, c'est-à-dire des sommes de valeurs propres des éléments du groupe. Voilà. Donc, là aussi, on va dire, vous n'êtes pas obligé de parler de ça. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à regarder, à localiser un peu les valeurs propres. Donc maintenant, on va parler de localisation, hein, localisation du spectre. D'abord, le rayon spectral. Le module des valeurs propres va se situer dans un grand disque qui a un certain rayon qu'on va appeler le rayon spectral. Donc ρ de A, c'est le max des modules de lambda avec lambda parcourant spectre de A. C'est intéressant, bien sûr, d'un point de vue théorique, que la norme qui est subordonnée à la norme 2 des matrices, hein, la norme 2 canonique hein, des matrices, donc la norme subordonnée à cette norme 2, donc là je mets 3 barres verticales, hein, c'est égal à la racine carrée de ρ de A étoile A. A étoile A qui au passage est hermitienne. Hein. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement de regarder les suites géométriques de matrices. Alors si on regarde les suites géométriques de matrices, donc là, alors ça ils le disent clairement là, dans le rapport, regardez la suite xn plus 1 égale A fois xn. Donc une suite géométrique de matrices, déjà commençons par une suite géométrique de matrice 1, 1, de matrice complexe. Donc qu'est-ce qui se passe? Si la raison est de module strictement inférieur à 1, donc ça va tendre vers 0. Si la raison est de module 1, si le module 1, si la raison c'est 1, alors là aussi ça va converger, hein, ça va être une suite constante, mais si la raison est de module 1, mais n'est pas 1, alors ça ne va pas converger. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand on généralise, quand on passe de la dimension n à la dimension quelconque? Et donc, on va évidemment diviser ici pour ramener le rayon spectral à 1, justement, qui est cette valeur limite qu'on voit un petit peu partout. Et on va regarder la limite de A sur ρ de A puissance k. Alors d'abord une première chose hein, qui est évidente, c'est que si A a un rayon spectral strictement inférieur à 1, alors
la suite AK, A puissance K, tend vers 0. C'est pas tout à fait évident, ça demande quand même Dunford, parce que il y a quand même des parties nilpotentes qui nous amènent des coefficients polynomiaux, et il y a des théorèmes de comparaison, de convergence, qui sont importantes pour voir que ça tend bien vers 0. Bon, ça c'est déjà une chose, bon, c'est un aparté. Là, on est en train de se concentrer plutôt sur A sur ρ de A, pour généraliser ce qu'on sait sur les suites géométriques en dimension 1. Donc, condition 1. Lambda appartient à spec de A, et lambda en module, c'est ρ de A, ça implique que lambda égale ρ de A. Donc ça, c'est la condition qu'on avait déjà en dimension 1. On veut bien d'une valeur propre maximale en module, mais il faut que cette valeur propre soit égale au module. Voilà. Donc, en particulier, positif. Maintenant, en dimension 1, ça suffit. Mais en dimension quelconque, il y a une partie nilpotente qui vient arriver. Et quand on va avoir une valeur propre égale à 1 pour une matrice, on peut, vous voyez tout de suite, voilà la valeur propre 1, et ici, vous mettez quand même une partie nilpotente ici, et bien, quand vous allez mettre à la puissance k, ce que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va diverger. Vous allez avoir k qui va arriver. Et ça, vous pouvez le voir avec Dunford et les coefficients binomiaux sur Dunford quand vous allez les mettre à la puissance k. Bien. Alors, on ne veut pas de ces parties nilpotentes pour le cas où lambda est égal à ρ de A. Si lambda est strictement plus petit que ρ de A, il n'y a pas de problème, ça va disparaître par comparaison de convergence. Mais pour lambda égale ρ de A, là ça nous pose un problème. Donc ce qu'on veut, c'est la condition 2, c'est que E lambda, donc le sous-espace propre, soit égal au sous-espace caractéristique. Et à ce moment-là, si on a ces deux conditions, donc ça revient à dire que la partie nilpotente en lambda est nulle. Et là, dans ce cas-là, la A sur ρ de A puissance K va converger. Voilà. Et c'est une condition nécessaire et suffisante. Voilà. Et quand ça converge, quand une suite de matrices converge, regardez, quand une suite géométrique en dimension 1, donc A puissance n, petit a puissance n, converge, c'est forcément vers 0 ou 1. Et quand une suite de matrices, une suite géométrique de matrices converge, c'est forcément vers un projecteur. Voilà. Et en fait, c'est le projecteur sur E lambda. Voilà. Alors, toujours, donc ça c'est quand même quelque chose à bien comprendre, ce phénomène. Et là, je suis assez d'accord avec le rapport, c'est-à-dire, bon, ça, la suite géométrique, faut la connaître, faut la comprendre, parce qu'on la retrouve vraiment dans des tas de situations. La méthode maintenant des puissances. Donc vous voyez que dans cette situation, on va avoir le lemme des noyaux qui va nous décomposer l'espace en somme directe de sous-espace caractéristique, mais le sous-espace caractéristique pour la valeur propre maximale qui est là comme ça parce qu'on est dans la bonne condition, c'est E lambda. E, parce que là je remplace K lambda par E lambda, et ici j'ai des camus sous-espace caractéristique pour des valeurs propres qui sont de modules strictement plus petits. Donc, la méthode des puissances, elle consiste à dire, je cherche un vecteur propre, et bien qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir d'un vecteur, si je le prends au hasard, c'est bien le diable s'il se trouve là-dedans, donc il va se retrouver, bien sûr, il va avoir des composantes non nulles là-dedans et là-dedans. Voilà. Donc on suppose surtout qu'il a une composante non nulle là-dedans, et donc, quand je vais itérer ma matrice A sur ce vecteur choisi au hasard, eh bien, vous voyez bien que la composante E en E lambda, qui est déjà au départ non nulle, va grossir beaucoup plus que cette composante-là. Ce qui va faire que, au bout d'un moment, en itérant la matrice A sur ce vecteur, on va tomber sur quelque chose de très proche de E lambda. On va carrément se retrouver à peu de choses près, en approximant
sur E lambda. Le problème, c'est qu'on va avoir on va avoir des choses qui sont incommensurables, et le mieux, c'est de mélanger l'itération et la normalisation. C'est-à-dire qu'on va d'abord itérer, donc on va prendre un vecteur V, on va faire AV, mais AV, on va le diviser par la norme de AV. Voilà. Et là, quand on va le diviser par la norme de AV, on va avoir un vecteur normal, donc qui va avoir une attitude beaucoup plus raisonnable. Et là, on va voir arriver le vecteur propre. Alors, on va prendre un vecteur au hasard, on fait cette itération normalisation, et on va se retrouver au bout d'un moment, on va se rapprocher de cet espace. Et on va pouvoir en tirer même lambda. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a ce qu'on appelle, après, il y a une méthode qu'on appelle la méthode de déflation, c'est-à-dire on veut avoir les autres valeurs propres. Alors bien sûr, il faut des conditions, un certain nombre de conditions. Moi, j'aime bien quand on est donc c'est assez simple à expliquer quand on est sur une matrice symétrique réelle. Dans Carnet de voyage en analysant, la méthode de déflation est faite dans ce contexte-là, de matrice symétrique réelle avec des valeurs propres qui sont toutes distinctes et ordonnées. Et ben, l'idée, c'est, une fois qu'on l'a fait pour la valeur propre maximale, eh bien, on remplace A par A moins lambda, le vecteur propre qu'on a trouvé approximé, vous allez me dire, d'accord, mais moins lambda, V lambda fois V lambda transposé. Donc ce truc-là, c'est une matrice NN, d'accord. Et en fait, cette matrice NN, vous vérifiez que si vous avez normalisé V lambda, eh bien, elle a pour vecteur propre V lambda pour la valeur propre lambda. C'est facile à voir. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir un changement de hiérarchie dans les valeurs propres. On va avoir les mêmes valeurs propres ici. Alors on est dans le cas symétrique. On va avoir les mêmes valeurs propres ici, sauf pour lambda qui va revenir à 0. Donc la plus grande devient la plus petite. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc on va pouvoir maintenant obtenir la deuxième valeur propre de A, parce que ce sera la première valeur propre de celle-ci. Ça, c'est la méthode de déflation. Voilà. Alors, toujours avec le rayon spectral, il y a Perron-Frobenius. Alors, il y a plusieurs versions de Perron-Frobenius, mais on va regarder la version stochastique. C'est-à-dire qu'on a une matrice qui est à un coefficient dans R, NN, avec des coefficients strictement positifs, et on demande, c'est le côté stochastique, que la somme des lignes soit égale à 1. Ce qui va faire que 1, 1, 1, 1, 1, 1 va être vecteur propre, d'accord, pour la valeur propre 1. Et cette positivité, donc cette stricte positivité, que je mets avec un plus, des coefficients de A, va faire que A puissance K va tendre vers une matrice dont toutes les lignes sont égales. Les colonnes de L vont être de la forme alpha 1, donc que des alpha 1, ensuite que des alpha 2 et que des alpha n. Puisque ça va être un projecteur sur le sous-espace, sur la droite, engendré par le vecteur 1, 1, 1. Voilà. Et ça nous donne des résultats en probabilité. On peut en donner un exemple sur l'évolution d'une maladie, par exemple. Donc, on peut regarder, par exemple, 3 états de la maladie, soit non malade, malade et immunisé. Voilà. Et on peut regarder l'évolution de la maladie à l'étape suivante. Et on va modéliser ça par une matrice, et on va regarder, au bout d'un certain temps, quelle va être ce qu'on appelle l'immunité collective, d'accord, voilà. En regardant la limite de A puissance 4. Donc, bon, ça, on pourra essayer d'en discuter. Alors maintenant, voilà pour le rayon spectral, je pense que c'est bien de parler de toutes ces choses-là. C'est pas très très difficile. La méthode des puissances n'est pas vraiment difficile à montrer. Ça s'est fait dans Carnet de voyage en analyse temps, mais c'est fait. Évidemment, moi je conseille le livre de Michel Schatzman d'analyse numérique qui est brillant, brillant. J'ai que ça à dire.
Et puis, Perron-Frobenius, hein, évidemment. Voilà, le faire dans un cadre stochastique, c'est faisable dans un cadre stochastique, c'est pas très difficile. 10 de Gersh-Göring. Alors les 10 de Gersh-Göring, c'est de déjà on n'est plus dans le rayon spectral, on va préciser un peu là où on se situe, et on va avoir dans C, si la matrice grand A c'est la matrice AIJ, on sait que les valeurs propres, c'est assez facile de démontrer que les valeurs propres sont dans des disques de centre, les affixes de AII, donc il va y avoir n disques ici, là on a une matrice 5,5, et là on va avoir les AII, c'est tous les centres, et les rayons, ça va être la somme des modules de AIJ pour J différents de I. Voilà. Alors par exemple, ça peut bien se mélanger avec ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'inversibilité, hein, donc on peut trouver des conditions pour qu'une matrice soit inversible, parce qu'il suffit que 0 ne soit pas dans ce disque de Gersh-Göring. Ça se voit assez facilement. Alors, avec la version 3 étoiles de Gersh-Göring, c'est un Gersh-Göring topologique. C'est-à-dire que si j'ai à ma disposition ce comportement topologique de passage à la limite du spectre, qu'on a vu tout à l'heure, alors j'ai un Gersh-Göring topologique. C'est-à-dire que je vais relier, je vais avoir des composantes connexes, d'accord? Je regarde, là ici, j'ai 5 disques de Gersh-Göring, mais j'ai 3 composantes connexes, et je sais plus précisément qu'il va y avoir une valeur propre là-dedans, 3 valeurs propres dans cette composante connexe, et une valeur propre là-dedans. Bon, ça c'est un exemple. Voilà. Donc ça c'est fait dans le carnet de voyage en algébrie. C'est pas si difficile. Ça peut être je trouve un joli développement. Alors maintenant, pour une localisation, il y a l'extraordinaire, la fantastique méthode QR. Alors, si vous présentez la méthode QR, alors la méthode QR est une méthode, d'abord, elle demande de savoir ce que c'est que la décomposition QR. Donc la décomposition QR, pour moi, c'est une formalisation de Gram-Schmidt. C'est-à-dire quand on part, imaginons que vous avez une base, donc ça va être une matrice inversible, NN, eh bien, Q va représenter la base orthogonalisée, unitarisée, on est sur C, c'est hermítien. Voilà, donc là c'est orthogonal ou unitaire, je vais dire unitaire plutôt. Et R va représenter la matrice triangulaire qui a permis de faire le changement de base. Alors, maintenant, on a des formules ici, générales, assez jolies, mais ici, si on veut l'unicité de la décomposition, et on en a besoin pour la méthode QR, il nous faut R à coefficient dans la diagonale, diagonale est à coefficient strictement positif, pour avoir l'unicité de la décomposition. Alors, comment on fait? Quand on a une matrice qui est à diagonale quelconque, donc elle est triangulaire supérieure, mais avec une diagonale quelconque, on regarde la décomposition polaire de chaque élément de la diagonale, et puis on garde le module, et puis le exponentiel de iθ, on en fait une diagonale qui va être absorbée, et ça va rester unitaire, donc il va être absorbé par Q. Voilà. Donc maintenant la méthode QR, elle est vraiment miraculeuse. La preuve n'est pas si difficile que ça, et je la trouve même assez élégante. Elle consiste à prendre A, de regarder sa décomposition QR, puis ensuite d'appeler A indice 1, donc A est égal à QR, donc on fait du Gram-Schmidt finalement, et on va regarder A indice 1,
ça va être RQ. Juste, on bouge. Mais A1 va avoir une décomposition QR, et on va refaire RQ, etc. Et avec des conditions génériques, alors des conditions génériques, voilà, hein, on a tout le temps dans cette leçon des conditions dont il faut savoir qu'elles sont génériques. Hein. Générique, alors derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un ouvert dense qui est algébrique, voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup et que quand on tape au hasard, c'est bon. Hein, voilà, c'est ça qu'on veut dire par générique. Donc voilà. Donc la matrice A, par exemple, va être, on voudrait qu'elle soit diagonalisable, que la diagonale possède certaines propriétés qu'on aime bien sur les modules des valeurs propres, qui soient tous distincts, et que la matrice, si on dit que A égale P, D, P-1, eh ben, que P-1 vérifie la décomposition LU. Donc ça, c'est quand même bon, des conditions qui sont quand même pas méchantes. Et quand on va faire ce processus, à chaque fois, on commute et on fait la décomposition QR, eh ben, il va apparaître, on va obtenir une matrice limite, et sa diagonale va être l'ensemble des valeurs propres. Très rapidement, on va voir apparaître une approximation des valeurs propres sur la diagonale. Voilà, c'est quand même assez joli. Alors, on peut aussi parler, bon, je sais pas, il me semble qu'on peut parler. De toute façon, je vais donner tout le champ des possibles et puis après vous disposez, c'est selon ce qui vous fait plaisir. Hein. Vous avez le théorème d'entrelacement de Cauchy. En gros, quand vous avez une matrice hermitienne, Mn, vous pouvez donc vous avez des valeurs propres réelles qui sont ordonnées et vous pouvez la compresser. Alors la compresser, ça veut dire vous prenez une matrice P dans GL NM avec M strictement plus petit que N, ce qui va faire quoi? Ce qui va faire que cette matrice P étoile HP va être une matrice hermitienne, encore une fois, hein, mais MM, donc c'est une matrice compressée. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un entrelacement des racines des valeurs propres de H et des valeurs propres de P étoile HP. Par exemple, si M est égal à N-1, eh bien, il va y avoir une racine de H, que j'appelle ça H', hein, ici. Vous allez avoir une racine, la plus petite racine de H, ensuite la plus petite racine de H', ensuite la seconde plus petite racine de H, etc., etc. Vous avez cet entrelacement des racines qu'on peut mettre dans l'approche, etc., parce que ça reste un joli théorème de compression, hein, puisque cette matrice va être une matrice simplifiée, hein, de H. Voilà. Donc on a dit pas mal de choses sur la localisation, on va passer aux applications. Alors allons-y pour les applications. Je pense que la clé universelle des applications, en tout cas une clé fondamentale, c'est quand on part d'un polynôme, on lui associe une matrice compagnon. Voilà. Alors par exemple, vous cherchez les racines d'un polynôme, bah, ça revient à chercher les valeurs propres de la matrice compagnon. Et il se trouve que actuellement, c'était pas le cas au 19e siècle, mais au 20e siècle, on s'est mis à avoir une théorie beaucoup plus riche sur les matrices que sur les polynômes, donc ça valait le coup de faire cette bascule. Là, donc, par exemple, alors ça, vous pouvez le voir ici, ça c'est dans Carnet de voyage en algébrie, vous avez une matrice compagnon, et à partir de la matrice compagnon, c'est facile de voir une borne qui va délimiter les valeurs propres. On appelle la borne de Cauchy. Voilà. Donc ça peut se faire comme ceci. Bon, on n'avait pas besoin de la matrice compagnon pour trouver la borne de Cauchy, c'était bien connu déjà au 19e siècle. Bon. Maintenant, donc ça c'est une étoile. Pour un 2 étoiles, on peut partir sur la méthode QR, c'est-à-dire que si on veut les racines de P,
eh bien c'est le spectre de CP, et on a la méthode QR qui nous permet d'avoir ce spectre. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, dans les applications, les suites récurrentes linéaires, donc là les polynômes évidemment, et là les suites récurrentes linéaires, prenons par exemple Fibonacci, qui est vraiment la suite récurrente linéaire par excellence. Donc ici vous le mettez sous forme matricielle, un plus 1, un plus 2 égale 0, 1, 1, 1, un plus 1, voilà. Et maintenant ça revient à chercher, trouver la suite de Fibonacci, ça revient à chercher les puissances de cette matrice-là. Et les puissances de cette matrice-là, ça se fait avec les valeurs propres. Et là, les valeurs propres de cette matrice, c'est phi le nombre d'or et phi prime son conjugué. Et donc, pour la suite de Fibonacci, ça nous donne une certaine formule. Voilà. Alors là, j'en profite. Après, à vous de voir si ça vous intéresse, mais j'avais fait une vidéo sur des vidéos sur les nombres de Piso, que je trouve vraiment intéressant. Phi va être racine d'un polynôme qui est on va dire irréductible sur Q, et les conjugués, donc phi est de module strictement supérieur à 1, mais les conjugués sont tous de module strictement inférieur à 1, ce qui est le cas ici. Ici, vous avez 1 plus racine de 5 sur 2, et là, 1 moins racine de 5 sur 2, qui est de module strictement inférieur à 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, si vous voulez, vous aurez toujours un entier, d'accord? Et là, vous allez avoir, vous allez avoir une suite géométrique, et là, vous allez avoir quelque chose de négligeable, d'accord? Et donc, vous allez avoir des suites géométriques de presque entiers. C'est-à-dire que ça va ressembler à un nombre, 0,000 ou 0,99999, ici. Et donc, ça va être des presque entiers. Donc, on tombe sur des suites géométriques de presque entiers. Dans la théorie de l'approximation dufontienne, c'est quand même important. Voilà. La continuité du spectre. Alors, on a vu que le spectre était continu. Alors ça, c'est un petit peu impliquant, encore que, regardez, c'est fait dans un carnet de voyage en algébrie. La continuité du spectre prouve une version topologique de Gauge-Goring que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en plus, on peut montrer facilement que l'adhérence des matrices diagonalisables sur R, c'est exactement les matrices trigonalisables sur R. Pourquoi? Parce qu'à cause de la continuité du spectre. C'est-à-dire que quand on va prendre des matrices diagonalisables sur R, leur polynôme caractéristique va être, il va être scindé forcément sur R. Donc les racines sont réelles, et comme R est enfermé dans C, quand on va passer à la limite, on va encore tomber sur des racines réelles, par continuité du spectre. Et donc, sur un polynôme caractéristique, qui va être scindé sur R, donc quelque chose dont on peut affirmer que c'est trigonalisable. Donc cette inclusion-là vient de la continuité du spectre. En tout cas, peut provenir de la continuité du spectre. Voilà. Alors toujours dans l'application de la matrice compagnon, alors ça dans le carnet de voyage en algébrie, il y en a plein. On part d'un polynôme, exactement la même technique qu'ici, on part d'un polynôme unitaire à coefficient dans z de x, dont les racines sont toutes de module inférieur ou égal à 1, et on arrive au fait que les racines sont soit nulles, soit des racines énièmes de l'unité. Alors ça, encore une fois, ça se fait à coup de matrice compagnon, à coup de spectre, à coup de valeurs propres, etc. J'aime bien la suite de polygones. On part d'un polygone convexe, et puis à chaque fois, sur une arête, on prend un certain barycentre des deux sommets, et on obtient un autre polygone convexe, etc. On continue, et on va tendre vers l'isobarycentre des sommets. Voilà. Et ça se fait encore avec des matrices compagnons, avec des valeurs propres, etc. C'est dans le carnet de voyage en algébrie. L'allure des solutions de x' égale à x, donc ça c'est une équation différentielle, il faut bien en mettre à un moment. On va prendre A dans M2 de R, et les valeurs propres de A, selon si elles sont réelles, réelles et égales, complexes, est-ce qu'il y en a une nulle, etc., etc. Il y a toute une série de cas qu'il faut faire, et qui va nous donner des allures de solutions dans le plan réel. On va voir arriver les solutions bien. Et puis,
ah ben ouais, on est quand même en droit de dire les valeurs propres jouent un rôle fondamental en théorie des représentations. Alors la théorie des représentations, évidemment, c'est la boîte de Pandore. Vous l'ouvrez, il y a tout qui arrive là. Hein. Donc vous regardez les représentations donc de groupes finis dans C, dans GNC, et tout part du fait que comme le groupe est fini, et qu'on est sur C, les matrices vont être diagonalisables et à valeur propre des racines de l'unité. Et avec ça, on peut montrer que G est dans le noyau d'une représentation irréductible si et seulement si qui de G est égal à D. Alors évidemment, si G est dans le noyau, alors le ρ de G, la représentation, c'est l'identité. Et l'identité, quand on va prendre sa trace, donc qui de G, ça va être le degré, ce qu'on appelle le degré de la représentation. C'est normal, c'est la trace de l'identité, c'est la dimension. Voilà. Mais la réciproque demande de regarder plus précisément les valeurs propres. Et ça, avec ça, on arrive à montrer des tas de choses. On arrive à tirer de la table de caractères les sous-groupes distingués de G, le centre de G, des conditions pour que la table de caractères soit dans Z, soit coefficient entier. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment s'aventurer au large de la théorie de la représentation, vous avez la formule de Molière. Alors tout ça c'est fait dans Nouvelles histoires hédonistes, tome 2. Donc ça, c'est plutôt le chapitre 13, et ça, c'est dans le chapitre 14. Bon, voilà, en conclusion, j'ai bien conscience que ce que j'ai dit est assez copieux, parce que il y a plusieurs aspects, théoriques, topologiques, calcul numérique, dont il faut parler. Il y a aussi des aspects de niveau de difficulté, donc selon comment vous sentez les choses, vous pouvez aller vers des niveaux de difficulté supérieurs. En tout cas, j'ai essayé sur ce rapport que j'ai trouvé un petit peu brutal et que mes étudiants qui ont regardé ça, ça leur a piqué les yeux. Tout ça ne me plaît guère. J'ai essayé de mettre des mots doux dessus. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura pas enfoncé encore plus la tête dans l'eau.